enchanté de vous retrouver ce soir. Déjà, bonne année aussi. Déjà été dit, mais pour mieux de le redire. Et donc, je vous parle du jeu online. Donc, déjà, qui suis-je donc, je m'occupe, je suis un peu chef de projet, architecte logiciel, développeur chez Stormancer, cofondateur de la boîte. Donc, avec une spécialisation sur tout ce qui est multijoueur, networking, je fais du back-end aussi, donc des serveurs, du code serveur, des bases de données, tout ce qui concerne vraiment le jeu multijoueur online. J'ai aussi pas mal d'expérience sur tout ce qui est console et l'intégration de Steam, Epic, GOG, tout ce truc-là. Donc, ça fait 10 ans que je bosse là-dessus. Et on a bossé avec Stormancer sur une trentaine de jeux au total depuis la création. Donc surtout du AA chez Focus, Napalm, un peu de Devolver aussi, un tout petit peu de AAA aussi avec Arcade. Et un certain nombre d'indés qu'on a aidés sur des projets de taille plus ou moins importante en fait. Donc, notre société, en fait, elle a été créée en 2012. Oui, c'est ça, 2012. Ça commence à faire un bail, déjà. Donc, on fait à la fois donc, du support pour les développeurs. Et donc, on vient intervenir directement dans les équipes pour renforcer sur l'expertise, vraiment à partir de là. Et aussi de la tech qu'on utilise de projet en projet et qu'on a un peu développé avec les studios, au fur et à mesure. Donc, voilà, petite présentation. Pour passer au cœur du sujet, qui est plutôt donc ce soir en fait, je voudrais que ce soit un format comme on dit très participatif. Je vais voir pas mal de choses différentes tout autour de la en fait, du développement online, des difficultés que vous pouvez rencontrer, des petites astuces, d'anecdotes aussi. J'espère que ça ne va pas trop vous faire peur, parce que c'est un sujet, c'est vrai que le online c'est compliqué. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Et vous ne trouverez pas de programmation de code. C'est vraiment pas une programmation pour les développeurs, plus pour, je dirais, par exemple, les équipes en général, les producteurs, mais en effet également aussi les développeurs. Donc, en fait, je voulais commencer par présenter le dernier jeu sur lequel on a travaillé, qui est Carmazoo, de Pasta Games, développeur digital. Je pense que c'est un bon exemple de titre à la fois double A en fait, et ambitieux. Je dirais sur la partie online, parce que c'est un jeu plateforme coopératif. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans la salle, qui ont joué. J'espère que vous l'avez vu. Ah, il est top, hein. Donc ça fait partie des jeux, je pense que donc, parfois, en fait, quand on développe un titre, je dirais que c'est difficile d'y jouer ensuite. On en a un peu pu le voir, moi en tout cas, ça m'arrive assez souvent, mais c'est pas le cas de Carmazoo, ce qui prouve quand même qu'il est très très bon. Donc c'est un jeu de plateforme coopératif qui est vraiment tourné autour du feel good, et les studios donc Pasta Games ont vraiment travaillé très très fort pour faire en sorte que les joueurs en fait aient envie de s'entraider et ne soit jamais toxique. C'était vraiment le cœur du jeu et c'est très très réussi, donc je le recommande très très fort. Donc dedans il y a une partie vraiment gameplay très importante en termes multijoueurs, en termes de développement, parce que le platform game c'est quand même assez, je dirais, précis, on va dire. On ne peut pas trop se permettre de latence, et d'inconfort enfin, en termes d'expérience utilisateur, d'expérience du joueur. Et également, en fait, il y a toute une partie metagame qu'ils ont voulu créer pour justement donner la durée de vie au titre. Donc, on gagne en jouant, en aidant en fait les autres joueurs, on gagne une monnaie virtuelle, le karma, qui permet après de débloquer des personnages, donc de manière persistante, et qui permet aussi également tout le karma qui est gagné par tous les joueurs et regroupé en un seul pool, qui est le Karma Pass. Donc un peu on prend les passes qu'on retrouve dans pas mal de jeux as a service où il faut payer globalement. Là non, vous ne payez pas. Le principe c'est que plus les joueurs, la communauté joue, plus ça va débloquer de nouvelles fonctionnalités dans le jeu, de nouveaux personnages, de nouvelles skins, genre de choses. Donc vraiment une approche très 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 friendly. Donc, je vais juste mettre le truc de trailer.
Tac. Donc j'ai commencé par parler de la conception en fait du jeu lui-même. Après, dans un temps, je verrai plutôt la partie après, une fois qu'on l'a sorti. Parce que ce n'est pas fini pour un jeu online. Je dirais même que c'est le commencement. Donc, déjà, en fait, quand on fait un titre online, on est tenté, très souvent tenté de se dire on va faire le jeu. Puis, on va garder la partie online, parce qu'elle est compliquée, vers la fin. Et on l'a rajouter à ce moment-là. J'ai vu beaucoup de studios le faire. Ça ne marche pas très bien. Ne le faites pas. Voilà, c'est un peu repoussé pour vous n'avez pas envie de sauter et donc on repousse ça plus tard et le résultat c'est juste que ça sera beaucoup plus difficile. Nous en fait on recommande plutôt une approche un peu différente, dire tout le monde en fait est concerné par le online. Il n'y a pas des développeurs qui vont l'être, c'est notre point. J'ai vu aussi dans d'autres studios où il y avait une partie du studio qui était concentrée sur la partie online, par exemple un développeur ou Stormancer, parce qu'on nous a pris pour travailler, donc nous on fait la partie online et le studio fait le jeu. Ça ne marche pas non plus. Il faut en fait que toute l'équipe soit concernée en fait par le mode online. Je sais très bien que les équipes sont souvent débordées déjà, les gameplay programmeurs ont beaucoup trop de travail, mais s'ils ne s'en soucient pas, s'ils le laissent aux autres, ça aboutit juste à plus de bugs, plus de catastrophes et plus de temps perdu en fait pour tout le monde. Donc, en fait, il faut faire des tests réguliers. Moi, nous, on recommande au moins une fois par semaine de pouvoir avoir que l'équipe du jeu en fait joue à des games online. Je recommande aussi en fait que dans le process, il faut se sentir également très à l'aise, très très vite dans le process de release de votre jeu en fait. Automatiser le plus de choses possible pour être capable de faire une nouvelle version rapidement. Typiquement, que ce soit fait par mettre en place des outils d'intégration continue. Je ne sais pas si dans la salle tout le monde voit ce que c'est. Je peux préciser peut-être. C'est des serveurs en fait qui vont builder votre jeu. Éventuellement faire des tests dessus automatiquement. À chaque fois que vous faites une release, enfin à chaque fois que vous envoyez quelque chose dessus, et qui vont pouvoir faire une version que vous allez pouvoir ensuite que tout le monde dans l'équipe va pouvoir tester. Donc typiquement, si vous utilisez du Slack ou du Discord, par exemple, dès qu'une build est faite, toutes les 24 heures, elle est disponible directement avec un lien sur Slack. Vous pouvez cliquer pour la télécharger et y jouer. Ce genre de choses. Donc, il faut pouvoir ainsi aussi revenir en arrière si vous avez mis une version que vous avez déployée en production chez les joueurs. Faire en sorte qu'il y a un problème que vous avez détecté, pouvoir facilement la rollback. Alors typiquement, vous êtes sur Steam. Par exemple, des outils existent pour faire ça de manière simple, mais prévoyez en fait, réfléchissez déjà à ces scénarios-là en fait en amont. Et également, je recommande aussi, si vous le pouvez, ça dépend. Je sais que ça dépend beaucoup des éditeurs, ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise du studio, d'essayer de développer, de réfléchir en fait à release souvent auprès des joueurs aussi, d'avoir un mécanisme. Le early access, c'est le top pour pouvoir faire du online. Parce que vous allez pouvoir très rapidement détecter les problèmes en fait chez les joueurs avec du early access, avec une branche expérimentale et une branche, je dirais, un peu moins expérimentale, classique. Donc ça vous permet en fait d'avoir des feedbacks très rapides des joueurs parce que un autre point du multi, dont je vais revenir plus tard, c'est que quand vous développez un jeu en général, vous avez un contrôle assez bon, surtout sur console. Sur quoi ça va tourner en fait. Alors c'est pas tout à fait vrai, on est d'accord, il y a des drivers graphiques buggés, il y a des choses, des cartes graphiques qui ont des problèmes, mais globalement ça va à peu près. Quand vous êtes en online, vous multipliez les problèmes. Parce que quelle est la configuration réseau du joueur? Est-ce que, typiquement, je vais utiliser des mots barbares, mais est-ce qu'il supporte l'IPv4, l'IPv6? Est-ce que son fournisseur d'accès a quelque chose de bizarre? Est-ce que il a des performances très très nulles comparées à vos autres joueurs et comparées à vous aussi, qui vous testez souvent en local? Donc toutes ces choses-là, vous ne les verrez pas pendant votre développement. De même que la partie passage à l'échelle. Donc je recommande d'être capable de release très très vite et d'accepter d'avoir des versions qui sont buggées, qui sont en ligne, et de ne pas avoir peur de mettre à jour de manière générale. Donc déjà, ensuite, tout sera plus long prévu. Je sais que c'est déjà le cas, mais là c'est pire. Donc, quand vous avez le choix, faites au plus simple. Donc, vraiment,
très souvent, les studios veulent faire des features originales, en particulier tout ce qui est metagame. Comment est-ce que le joueur se retrouve? Comment est-ce qu'ils vont configurer une partie? Comment est-ce qu'ils vont faire du matchmaking, par exemple? On a tous plein d'idées. Mais le mieux, ça reste quand même de faire au plus simple, de réfléchir à ce que font les autres. Regardez ce que font les autres jeux. Typiquement, quelque chose comme des gros trucs, hein, genre League of Legends, par exemple. Comment est-ce qu'il fonctionne le matchmaking? Dites-vous qu'il y a des chances que les technologies qui sont disponibles sur le marché vous permettent de faire des choses similaires. Ou alors limitez-vous, par exemple, vous dites le matchmaking c'est peut-être un peu trop compliqué, on va faire plutôt juste des invitations. Réfléchissez dans ce cas-là, vos lobbies, comment ils vont se passer. Donc évitez de faire des flows un peu complexes où les joueurs ont plein d'options différentes, ou qui vont... Des machines état, de manière générale, très complexes en termes d'UI, évitez de faire ça. Vraiment, faites au plus simple. Parce que chaque fois que vous allez rajouter des choses, des features, vous allez multiplier le nombre de choses qui peuvent se passer mal. Et il y en aura. Et dites-vous aussi que restez agile, parce que parfois, ce qui vous paraît le plus simple, ce qui paraît n'est pas le plus simple. C'est-à-dire que l'implémentation est parfois beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air, et vous pouvez vous retrouver dans les cas à réfléchir. Ok, comment se passe ce flow d'UI pour le joueur et de le reprendre pour en gros, développer, et n'hésitez pas à tout changer. Voilà, parfois c'est plus simple. Ensuite, donc il y a deux autres points qui vont aussi également jouer de manière importante, c'est que l'assertif, sur console en particulier, si vous êtes que sur Steam, il n'y a pas de certif, donc c'est simple. Mais si vous êtes sur console, l'astification online est beaucoup plus... rajoute un certain nombre de requirements que je ne peux pas détailler malheureusement, mais qui vont rapidement rajouter du temps de développement. Donc, et que vous risquez de manquer, il y a tout un tas de subtilités, parfois sont évidentes, des choses comme il ne faut pas que le jeu reste bloqué. Ça a l'air simple comme ça, mais peut-être que vous n'avez pas testé tous les cas possibles de manière de bloquer votre jeu. Qu'est-ce qui se passe si la personne enlève le câble réseau au mauvais moment, genre de choses, eux ils vont le tester. Et ils vont probablement voir des choses que vous n'avez pas vues, et donc vous ferez retoquer. Et en termes de combinatoire, parce que ça vous multiplie le nombre de bugs, la quantité en fait d'interactions possibles, parce que maintenant au lieu d'avoir juste un jeu, vous en avez mettons 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe si tel joueur fait quelque chose, l'autre joueur fait une autre chose en parallèle en même temps? Votre jeu gère-t-il? Là récemment, j'ai joué à un jeu que j'aime beaucoup par ailleurs, dans lequel si le host du jeu ouvre l'inventaire, à ce moment-là, ça arrête de répliquer le mouvement des véhicules. C'est le jeu de joueur. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'ils ont testé avec un seul joueur, ils n'ont pas ce problème, évidemment, puisque le joueur a de l'inventaire, donc il ne se déplace pas à ce moment-là. Donc, voilà. Il n'y a pas de solution miracle à ça. Prévoyez du temps. Prévoyez que lorsque votre développeur vous dit ça va prendre 3 jours, c'est facile, ça va prendre 3 jours, en réalité ça sera plutôt 2 semaines, voire même peut-être plus. Et généralisez autant que possible votre code. Là, pour le coup, en online, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous pouvez faire en sorte que le maximum de features possibles utilisent le même les mêmes fonctionnalités de développement, en fait, les mêmes fonctionnalités moteurs, donc descendre au plus bas, ça vous permet de faire en sorte que diminuer en tout cas le nombre d'endroits où vous pouvez avoir des anomalies. Et tester souvent, soyez agile. Vraiment essayer de maximiser vraiment d'itérer rapidement et de tester très souvent. N'ayez pas peur. Voilà. Un autre point aussi qui n'est pas souvent fait, c'est prévoir les cas d'erreur en fait à l'avance. Parce que autant dans un jeu en général, vous dites si je gère, je mets des asserts et je gère les cas d'erreur. Entre guillemets, il n'y aura pas d'erreur parce que mon jeu, je le maîtrise. Là, dites-vous, d'un coup, qu'est-ce qui se passe si la personne a beaucoup de latence? Ou alors qu'elle perd sa connexion en plein milieu d'une opération que vous êtes en train de faire. Donc, je sais pas, vous avez lancé un chargement. Là, il perd sa connexion, ça fait une erreur. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas dire, non, cette erreur n'arrivera pas, je la corrigerai, c'est un bug. Là, c'est pas un bug. En online, vous aurez des erreurs que vous ne contrôlez pas, qui
qu'il faut traiter en fait. Et il faut que l'expérience du joueur reste bonne à tout instant en fait, et qu'il soit bien informé de ce qui se passe. Et typiquement, il faut pas typiquement, il y a des requirements à ce sujet. Il ne faut pas accuser Xbox de vos propres erreurs en fait, typiquement. Et voilà, donc rappelez-vous que vous ne contrôlez pas tout quand vous êtes en online, que la latence elle sera probablement peut-être élevée chez certains joueurs, que certains ont des connexions dégueulasses, ou des drivers, ou des antivirus par exemple extrêmement peu permissifs, qui bloqueront votre jeu. Et il y a un deuxième point, je voulais faire une slide juste pour ça, la concurrence. C'est-à-dire que, on est tous, quand on fait des jeux online, enfin des jeux tout courts, les développeurs, on les fait souvent en single thread. Un seul thread pour tout, parce que c'est beaucoup plus simple, les choses se passent toujours dans l'ordre dans lequel on les demande. C'est moins performant, certes, mais bon, la plupart des jeux n'ont pas besoin de plus de performance que ça. Et surtout, du coup, ça marche, ça va beaucoup plus vite. Et bien, en online, tout d'un coup, vous avez plusieurs jeux qui interagissent dans les autres, des process différents. Donc, vous êtes en multithreading sur des process différents. Vous ne partagez pas la mémoire. Ça peut être un plus, mais aussi un défaut, une difficulté supplémentaire. Et à ce moment-là, vous communiquez uniquement entre ces process en envoyant des messages. Et là, tout peut arriver. Vous pouvez vous dire, les messages peuvent arriver dans le désordre. Ils peuvent être perdus. Ils peuvent mettre du temps à arriver. On peut vous dire, maintenant on va utiliser un protocole qui garantit que le message arrive toujours dans l'ordre et toujours, il n'y en a aucun qui est perdu. Ok, mais dans ce cas-là, dites-vous bien que ce qui va se passer à la place, c'est que, comme il faut que chaque message arrive dans l'ordre et qu'aucun ne soit perdu, si jamais vous avez une mauvaise connexion, les messages vont prendre du retard. Et vous allez peut-être vous retrouver à avoir un message qui arrive 30 secondes après le moment où vous l'avez envoyé. Parce que chacun se rajoute les uns après les autres. Et ça, vous ne verrez pas quand vous serez en développement, parce que vous serez en réseau local. Tout se passera bien, et ça va arriver chez un joueur à l'autre bout du monde, en chinois peut-être, par exemple, qui vous dira juste mon jeu et le jeu ne marche pas. Et des problèmes comme ça, vous en aurez des tonnes, des choses totalement bizarres, des blocages. Donc, ensuite, il y a juste la problématique de la latence, savoir en fait la cacher aux joueurs. Parce que quand vous êtes développé un jeu online, c'est comme si vous avez plusieurs horloges différentes. Imaginez, c'est temporellement parlant, chaque joueur a sa propre timeline, qui sont toutes décalées. Et pourtant, vous devez leur présenter un monde qui est unifié, qui est unique, et qui est crédible chez chacun des joueurs. Il n'a pas à être identique. Vous connaissez, vous êtes tous développeurs ici. C'est le principe du domaine de jeux vidéo, c'est de faire un peu Jérôme Ajax, c'est de la précipitation. Donc le truc, c'est juste de faire semblant. Il faut que les joueurs aient l'impression que tout va bien, alors qu'en réalité, personne ne voit la même chose. Donc ça, et enfin, il y a la question des messages que vous envoyez, qui est du coup aussi souvent un gros sujet de bug, de problème. En fait, quand vous envoyez un message, il faut le traduire sous forme binaire, je dirais. Il va être en data, qui va être envoyé de l'autre côté et qui va être retransformé en données du jeu. Mais qu'est-ce qui se passe si les jeux ne sont pas d'accord sur comment représenter un message? Donc soyez attentifs en fait aux versions. Qu'est-ce qui se passe si deux joueurs ont deux versions différentes du jeu? Ou on me dira mais ça peut pas arriver parce qu'avec Steam, le gars a mis à jour son jeu. Alors déjà non, pas forcément. Ensuite, si vous êtes Steam et Epic console, vous avez fait un jeu crossplay, là tout de suite ça devient un peu plus compliqué de faire en sorte que tout le monde ait la même version en même temps, donc il va falloir réfléchir à la compatibilité entre les versions. Donc ou au moins avoir un système qui garantit que si deux joueurs jouent ensemble, ils ont la même version du jeu. Et si vous rajoutez des game servers, des serveurs de jeu, là vous rajoutez encore un élément différent qui peut avoir une version différente. Donc essayez de prévoir dès votre conception de votre jeu, en fait, une politique sur les versions. Savoir, est-ce que vous permettez à des joueurs qui ont des versions différentes de jouer ensemble? Quelles sont les contraintes? Comment vous nommez vos versions? Pour faire en sorte que ce soit assez simple pour un développeur de se rendre compte de ce qui se passe quand un joueur, par exemple, va jouer avec un autre et que vous avez des comportements étranges à cause de ça, en fait.
voilà, donc ça c'est tout ce qui est question de marshalling, c'est un sujet compliqué aussi. Pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, j'ai fait une slide juste pour ça. S'il vous plaît, je sais bien qu'on adore hacker des trucs dans le jeu vidéo, d'inventer à l'arrache des algos, puis les faire jusqu'à ce que ça finisse par marcher. Ne le faites pas dans le online. Il y a quelques algos qui existent, qui sont réputés comme fonctionnels, qui sont prouvés souvent, et qui peuvent servir de base pour le jeu en fait, pour les algorithmes du jeu. Donc je vous recommande vraiment de les utiliser. Il y en a deux grosses catégories. Donc c'est une slide un peu plus technique encore que les autres. Donc il y a deux types. Globalement, il y a la réplication d'entités. Donc c'est un peu le système online qui est derrière, vous savez, le Unreal Engine Network Subsystem et Replication, c'est ça. Voilà. Ou Mirror sur Unity, où nous on a fait un framework comme ça un peu aussi. En fait, c'est un système, c'est très simple en fait. C'est quand une entité, vous avez le jeu et des entités, des objets, et il y a un host, soit pour toutes les entités, soit pour par entité, selon le système. Et les autres joueurs qui ne sont pas des hosts vont recevoir des mises à jour pour chaque fois qu'une propriété de ces entités change. Donc ça ne répond pas à plein de questions, genre quand est-ce que ces messages sont envoyés, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment les outils se mettent à jour, etc. Il y a plein de choses, il y a plein de façons différentes de le faire, soit avec de la réplication d'état, c'est-à-dire que typiquement les points de vie du personnage ou sa position sont répliqués toutes les 200 millisecondes, voilà par exemple, ou les 100 millisecondes. Si possible, moi je vous recommande réellement, quand vous faites de la réplication d'entité, de vous reposer autant que possible sur l'application d'état. Parce que l'autre mode que vous pouvez utiliser, typiquement sur Unreal, c'est avec des RPC. C'est-à-dire que vous envoyez, en fait, vous appelez une fonction sur l'entité répliquée pour modifier son état de cette façon. Ça, le problème, c'est que c'est un appel une fois. Donc si pour une raison X ou Y, votre algorithme est buggé, enfin votre gameplay, votre programmation de gameplay est buggée, à ce moment-là, peut-être que le message ne va pas arriver. Et vous allez vous retrouver avec un host qui a une entité dans un état et des réplicas qui ne sont pas dans le même état. Et vous allez vous trimballer, et ça va rester comme ça ad vitam jusqu'à ce que vous envoyez un autre message. Typiquement, on pourra du coup avoir des situations comme des portes qui sont ouvertes d'un côté et qui sont fermées de l'autre. Donc soyez attentifs à ce genre de choses et évitez aussi également de driver, rester très très bas niveau, rester très gameplay, et évitez de répliquer, d'utiliser ces systèmes-là pour répliquer typiquement des animations ou des effets sonores. Parce qu'en fait, ça va vous faire plein de codes de code alloc, en général, des petites fonctions partout qui sont très spaghetti. Privilégiez plutôt de répliquer un état et d'avoir le système d'animation qui va se charger, le système d'animation, le système de graphisme, de sonore qui va se charger d'émettre en fait les effets visuels. Et la deuxième technique assez connue, c'est le transaction log. Donc, elle est moins utilisée. Il y a des bonnes raisons, mais en même temps, elle est extrêmement puissante. Donc, c'est en fait un transaction log. L'idée, c'est que vous allez répliquer en fait sur chacun des joueurs juste les actions. Typiquement, un changement d'état, je sais pas, vous avez déplacé telle unité, ou alors le personnage s'est déplacé, vous avez appuyé sur la touche, typiquement sur un jeu de combat, ça va être juste, vous avez appuyé sur une des touches. Ou alors dans un jeu tour par tour, vous avez fait telle action, vous avez déplacé telle unité à tel endroit. Et en fait, donc tous les joueurs vont avoir une liste de tout ce qui s'est passé depuis le début de la partie. Et à partir de là, en fait, le jeu, le monde va être généré en fait, chez chacun des joueurs de manière identique. Donc typiquement, c'est aussi l'algo utilisé par League of Legends. Parce que c'est simple, ça marche bien. Vous cliquez, il va enregistrer chacun des clics, les envoyer chez les autres joueurs. Vous avez, comme ça, vous êtes capable de répliquer le monde. L'intérêt de cette technique, alors le défaut déjà, c'est qu'il faut que votre jeu soit entièrement déterministe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tirages aléatoires, mais il faut qu'il soit toujours identique entre tous les joueurs. Parce qu'ils seront faits, chaque joueur va les effectuer. Donc, c'est une contrainte, typiquement, qui fait que sur beaucoup de jeux, ce n'est pas applicable. Mais l'avantage, et la raison pour laquelle c'est un algorithme très utilisé dans des jeux de stratégie, c'est que, en fait, le
nombre d'objets que vous avez dans votre jeu n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est les APM du joueur. Normalement, ils sont limités. Les gens, ils ne peuvent pas cliquer 1000 fois par seconde. À partir de là, en fait, vous pouvez avoir 2000 unités, 3000 unités, 5000 unités dans votre jeu. C'est pas un problème. Tandis que si vous étiez en mode de réplication d'entités, à ce moment-là, il faudrait répliquer ces 5000 entités. Et donc, le trafic réseau serait extrêmement important. Donc, vous ne pourrez pas le faire, en fait. Probablement. C'est pas une possibilité. Donc, le transaction noise, contrainte, mais la performance est inégalée. Au niveau des bugging, ça vous donne des possibilités assez incroyables parce que vous êtes capable, si vous sauvegardez le transaction log, ça signifie que vous êtes capable de rejouer des parties. Vous avez, mettons qu'un joueur a un bug, vous enregistrez son transaction log, vous le rejouez, vous pouvez savoir exactement ce qui s'est passé jusqu'au moment du bug. Vous pouvez faire des sauvegardes, comme ça, de cette manière. Vous pouvez également faire des replays. Tout est fourni en fait par ce système réseau là. Donc si vous pouvez, c'est bien. Mais par exemple, vous avez un jeu de voiture avec des collisions, là, ça marche plus parce que c'est non déterministe. Donc vous pouvez pas le faire. Donc ensuite, je voulais parler un peu du crossplay. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment de faire si vous faites un jeu online aujourd'hui. Surtout si vous êtes un petit studio. Si vous êtes un gros studio, la question ne se pose pas, vous le faites. Mais si vous êtes un petit studio, je le recommande quand même. Parce que ça permet en fait d'avoir une seule communauté pour vos joueurs. Tous vos joueurs vont pouvoir jouer ensemble, qu'ils soient sur PC, console, quelle que soit la plateforme. On a aujourd'hui une multiplication des plateformes. Vous voulez sortir votre jeu sur Epic, sur GOG, sur Steam, sur PC, ça fait déjà 3. Vous le voulez très certainement sur la Switch et sur la Xbox et la PlayStation, si vous commencez à avoir un peu de budget. En fait, ça serait quand même bien que tous ces gens puissent jouer ensemble. Donc, c'est plus simple qu'on le croit côté gameplay. C'est pas si compliqué à faire parce que à une époque, Sony vendait le réseau magique de la PlayStation, qui était spécial à la PlayStation, mais en fait, c'était juste du marketing. C'était pas le cas. Ça n'existe pas. C'est tout le même système, le même code, et peut tourner sur toutes les plateformes quasiment. Par contre, c'est plus complexe au niveau du metagame. Parce que vous avez la question des pseudos à gérer. Vous avez la question des invitations. Il vous faut un système d'invitation qui supporte le crossplay d'une façon ou d'une autre. Donc typiquement avec des codes d'invitation, c'est ce qui se fait habituellement. Et les questions de certification qui sont plus complexes. On rajoute des requirements quand vous êtes en crossplay, en particulier en termes de safety. C'est-à-dire faire en sorte typiquement que tout ce qui est en gros toxicité en ligne, quoi. Donc les consoliers exigent typiquement des systèmes de report, de blocking, la capacité de désactiver le crossplay si vous avez un matchmaking, donc pouvoir être en mode que le jeu puisse ne pas jouer avec un joueur sur une autre console ou un autre PC ou une autre plateforme. Ce genre de choses qui sont nécessaires de rajouter. Et sur PlayStation, il y a tout un tas de features spéciales crossplay qui ont été rajoutées récemment, qui font beaucoup de développement si vous avez et qui sont obligatoires et que les joueurs ne connaissent probablement même pas d'ailleurs, mais pour l'instant on est obligé de les implémenter. Donc pour ça, il y a typiquement nous on a la tech pour le faire directement fourni, mais vous pouvez aussi développer des choses. Ensuite, votre jeu, en fait, quand vous le faites, vous avez deux options. Vous pouvez le faire directement, uniquement avec les plateformes, en fait, typiquement Steam, les SDK Steam, SDK console. Chacune des plateformes a son propre SDK pour faire du online. C'est très bien quand vous êtes en mode... vous n'êtes pas de crossplay, en fait, mais quand vous êtes en crossplay, il faut commencer à réfléchir, à aller un peu au-delà. Donc vous avez plusieurs options en fait là-dessus. L'option la plus simple en fait c'est le SaaS. Typiquement Epic, voilà, avec Epic Games, avec l'Epic Online System, vous pouvez faire du crossplay gratuitement. Petite méfiance, je dis, au gratuit. Alors je dis pas ça parce que je propose des services. Je dis juste parce que typiquement, récemment, j'ai un exemple simple sur Epic.
Il y a eu une mise à jour des authentifications Steam récemment. Epic a obligé tout le monde à changer de version d'authentification. Ce qui signifie que, en fait, je crois que ça a eu lieu en Jean-Noël, tu me confirmes, mais c'est genre en mai-juin, il y a eu Steam a changé son protocole. L'ancien protocole existe toujours, mais à partir d'octobre, tous les jeux Epic devaient utiliser le nouveau protocole. Parce qu'en fait, simplement, quand vous ne payez pas, vous n'êtes pas un client. C'est bête ce que je dis, mais ça veut dire qu'Epic, ils ont le choix entre faire des efforts pour supporter l'ancien protocole et le nouveau protocole, pour faire en sorte que les jeux qui sont sur l'ancien protocole et que vous avez peut-être fini de développer depuis des années et que vous n'allez pas mettre à jour, ils fonctionnent toujours, pour fonctionner sur Steam, pas sur Epic Store. Donc ils peuvent mettre des efforts là-dedans, mettre de l'argent, dépenser beaucoup de sous, ou genre juste dire non, on s'en fout, on va faire simple et on supportera du nouveau protocole, et les anciens jeux qui utilisent l'ancien protocole, sur Steam, ne marcheront plus. Tant pis. Vous ne payez pas, donc vous acceptez ça, quoi. Donc faites attention. C'est pratique, mais c'est un risque. Tandis que si vous faites appel à Playfab ou une autre technologie de ce genre, ils auront, disons que vu que vous les payez, ils vont faire un effort quand même. Vous avez l'option Omniatom Server. En fait, si vous voulez des serveurs à vous, ce qui est une option pour le crossplay, vous n'avez besoin en fait, à partir du moment où vous voulez avoir du metagame un peu complexe, ou si vous voulez faire si vous voulez faire des choses un peu plus élaborées, vous allez souvent vite avoir besoin, typiquement en matchmaking, vous avez plusieurs options. Donc, en termes de le SaaS, déjà, Playfab par exemple, mais là vous allez devoir avoir, il faut que votre jeu match ce que Playfab propose, et c'est cher, réellement c'est cher, beaucoup plus cher que vous ne le pensez. Ensuite vous avez l'option cloud, et l'option bare metal. L'option cloud, je ne la recommande pas en réalité, je ne la recommande pas comme offre de base. J'ai tendance à recommander de prendre un petit bare metal pour faire tourner sur lequel, un serveur dédié, grosso modo, sur lequel votre serveur va fonctionner, et de rajouter du cloud, d'être capable de rajouter du cloud si vous en avez besoin. Pourquoi ? Parce que le bare metal a un prix fixe, qui ne dépend pas du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir, ça ne dépend pas du trafic, ça dépend de rien du tout. Si vous payez, la bande passante est illimitée en général, vous payez un prix fixe qui est raisonnable souvent. Vous pouvez avoir un serveur metal pour 100 €, donc 100 € par mois, c'est pas excessif. Et par contre, vous payez au mois. Et c'est relativement complexe à installer. À automatiser, c'est plus difficile. Par contre, le cloud, très facile à automatiser, c'est conçu pour ça. C'est conçu pour scaler. Si votre code est fait pour. Attention, c'est pas automatique. Mais c'est très cher. C'est réellement très cher. On parle de 5 fois, 6 fois plus cher du bare metal pour la même configuration, au minimum. Donc, être en full cloud, en fait, en gros, si vous avez besoin d'un petit serveur bare metal, ça ne vaut pas forcément le coup de prendre du cloud parce que vous allez payer juste beaucoup plus cher pour le même service. Parce que vous n'allez jamais éteindre. En fait, si vous ne scalez pas, vous n'avez pas besoin de scaler parce que votre bare metal il gère 10 000 utilisateurs concurrents, par exemple. La plupart des gens qui sont ici, ils n'auront pas plus de 10 000 utilisateurs concurrents. Ça fait beaucoup d'utilisateurs mensuels. Donc, s'ils sont sur le cloud, vous payez 600 €. Le serveur de bare metal, il coûte 100 €. Ça ne vaut pas la peine. Parce que vous n'utilisez pas vraiment les capacités du cloud de scalabilité. Du coup, je voulais parler très rapidement de l'estimation, en fait. Là, c'est un peu la question à 1 million qu'on me pose à chaque fois. C'est, OK, combien ça va me coûter par joueur ? Je réponds, moi, je ne sais pas, par avance. Mais par contre, il y a quelques chiffres qui existent, qui permettent d'avoir une petite idée. C'est déjà donc un CCU. Grosso modo, c'est 10 utilisateurs mensuels, en moyenne, et entre 100 et 200 utilisateurs mensuels. Donc, 10 journaliers, et 100 à 200 mensuels. Ça vous donne une petite idée selon vos espérances, et après vous multipliez encore par 10 ou par 100 si vous voulez voir par rapport à vos ventes. En sachant que c'est un peu compliqué à savoir parce que c'est plutôt une courbe. C'est-à-dire que les gens achètent votre jeu, peut-être que le jeu va être lancé, va avoir un succès, ils vont tout jouer en même temps et après ça va se tasser. Mais grosso modo sur la longue traîne, c'est un peu ça.
faut vous poser la question combien est-ce qu'on peut avoir de CCU par serveur, en fait, si vous avez un serveur. Et après, réfléchir au passage à l'échelle si vous pensez qu'il y en a besoin. Donc, typiquement, c'est pas déconnant. Si votre serveur, ce serait bien à moins qu'il ait des serveurs de type faire du gameplay sur votre serveur. Si vous ne faites pas de gameplay sur votre serveur, comptez, ce serait bien de supporter entre 5000 CCU par serveur, c'est pas mal, 5000 à 10 000. Et ça devrait vous suffire pour la plupart des jeux, en fait. Donc, et après, réfléchissez au passage à l'échelle, en particulier si vous faites du gameplay sur les serveurs. Voilà, là ça peut vite chiffrer par contre. Donc si jamais vous avez l'option de peer-to-peer, c'est mieux, c'est moins cher. Et donc on fait du SaaS. Posez-vous la question. Réfléchissez-y bien. Typiquement Photon, c'est un peu 1 euro par CCU. C'est ça à peu près. Hein. Monsieur Derotti. Coucou. Oui. Je vais poser la question du gros noob, parce que moi forcément je suis largué. Alors, SaaS je l'ai. Service, pas de problème. J'avais pas CCU, mais et je vais poser la question comme le gros noob de la soirée, je suis désolé. Non, il y a peut-être un noob qui l'avait pas et qui n'avait pas pensé à me la poser. C'est joueur concurrent. Concurrent user. D'accord. Donc voilà, c'est le nombre d'utilisateurs en même temps sur ton serveur. D'accord. Merci. Donc voilà, le SaaS peut vite être cher, donc il faut faire c'est la même. Vous faites le calcul selon vos attentes. Mais voilà, ça peut, par exemple, là, je disais, vous avez pour hoster un game server, en général un petit game server en fait, tout petit. C'est 1/10 de centime par minute. Ça coûte pas très cher, comme ça. Mais quand on commence à dire, ok, j'ai 300 games par jour, ce qui est largement faisable, même pour un jeu indé en fait, vous en êtes déjà à 200 € par mois. Et par contre, si vous êtes sur du bar métal, peut-être que vous pouvez en mettre une centaine. Sur un bar métal à 100 €, vous mettez une centaine de games. Concurrentes. Donc ça veut dire que vous faites largement plus de 300 games par jour. Par contre, ça demande du développement en plus. Donc il y a un compromis. Ou alors il y a des technologies qui nous on a des choses pour permettre de faire ça. Tac. Ensuite, puisque là, on va dire que vous avez développé votre jeu, ça ne s'arrête pas au lancement. Donc, il faut planifier en fait ça. Il faut déjà se dire vous aurez une grosse quantité de développement par la suite de bugs. L'optimisation en elle-même, on est habitué à optimiser les titres un peu avant la sortie. Là, on les optimisait un peu avant la sortie, par exemple typiquement avec des bots, c'est pratique si vous pouvez en avoir, pour tester les serveurs si vous en avez. Mais ensuite, après la sortie, vous allez pouvoir vous avoir beaucoup plus de data en fait sur le comportement réel des joueurs sur votre jeu, et ça vous offre une grosse opportunité d'optimisation et de réduction des coûts. Ça veut dire aussi que comme vous connaissez mieux votre jeu, vous allez pouvoir aussi mieux estimer quels sont vos CCU, quels sont vos coûts par CCU, savoir s'il faut plutôt utiliser du bar metal, plutôt utiliser du cloud ou du SaaS, et mixer, faire un panachage de tout ça pour réussir à payer le moins cher possible. Vous avez les questions de la maintenance, parce que, alors ça c'est un sujet, on m'a dit, quelqu'un dans l'industrie m'a dit un jour, un décideur m'a dit, mais je comprends pas, je paye un serveur sur OVH, il s'occupe de tout. Ça marche maintenant? Oui, non, ça marche pas, non. Il faut garder, il faut même sur du cloud, il faut faire de la maintenance. Un autre point du cloud, où il faut que vous soyez extrêmement attentif, le cloud permet en quelques secondes, en quelques clics, de dépenser plein d'argent. Vous allez le donner à vos développeurs, cette capacité de vider votre carte bleue. Donc, j'ai vu un studio sur lequel, le développeur est parti, le jeu allait se lancer pour le week-end, les développeurs avaient très peur. Du coup, ils ont pris tous les curseurs, ils ont mis au max. Et le studio a payé 40 000 $. Et ils ont eu 5000 joueurs. Non, 1000, je crois, même pas 1000 joueurs. Donc, attention à ça. Parce que c'est facile de payer plus cher. Voilà, avec des clouds. Donc, essayez de monitorer ce que font les gens, et c'est facile aussi de garder, vous savez, de mal arranger ces tiroirs. Vous
vous avez pris des trucs sur du cloud, vous avez des disques durs virtuels, des choses, des réseaux virtuels, vous n'utilisez plus, vous les gardez, parce que vous ne savez plus ce qui est utile ou pas dans votre infrastructure. Et donc vous avez plein de petites DVM qui servent à rien, qui vous coûtent 50 € par là, 20 € par là, 100 € par là. Donc c'est un vrai travail sur du cloud de garder en fait une hygiène de ce que vous payez. Et dites-vous que les commerciaux d'Amazon ou de Azure ou de Google Cloud, eux ce qu'ils veulent c'est que vous payez. Donc ils vont vous proposer d'utiliser les dernières features qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui coûtent des sous. Et qui n'ont en général pas l'air cher. Genre, je sais pas, ça va vous coûter 1 centime d'euro pour 1000 transactions. Donc ce que vous ne réalisez pas, c'est que les transactions, il y aura peut-être 10 000 par seconde. Donc, je caricature, mais grosso modo, faites attention aux coûts agrégés, en fait. Bon. Mais sinon, c'est super puissant. Donc, mais c'est un outil, c'est facile de se tirer un pied avec. Donc, prévoyez la maintenance des jours pour ça, de surveiller, même sur du cloud, de surveiller typiquement les failles de sécurité, de choses, pour savoir quand est-ce que vous mettez à jour vos VM, vos machines virtuelles ou vos OS de vos machines physiques. Et prévoyez le monitoring aussi, la surveillance. Savoir s'il y a des problèmes ou pas. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, en fait. Parce qu'il ne suffit pas que votre serveur fonctionne. Il faut aussi que tous les composants logiciels dessus se comportent normalement. Comment vous faites pour savoir que les joueurs sont effectivement capables de créer des games sur votre serveur? Comment vous faites pour savoir que la base de données, en fait, elle n'a pas un problème et que, en fait, certaines requêtes échouent? Donc, il faut se poser ces questions-là et il faut surtout, en fait, dites-vous que quand vous lancez votre jeu, vous n'aurez pas tout vu. Il y aura des problèmes. Il y a peut-être des joueurs allemands, des joueurs vont remonter, votre jeu ne fonctionne pas, vous ne savez pas pourquoi, et vous allez confirmer ça, et vous allez trouver d'autres modes de failure de votre jeu, en fait, d'échec, que du coup, il faudra ensuite modifier le monitoring pour ça, en fait. Donc évidemment, si vous faites que du Steam, vous n'avez pas de serveur, tout ça, c'est pas le cas, c'est plus simple. Donc voilà, mais la feature, vous pourrez moins consolider dans votre jeu, donc c'est moins utile. Et enfin, le backup. Backup, pensez au backup. N'oubliez pas le backup, et pas que les données du jeu, des serveurs, mais également toute la partie logicielle, en fait, et des procédures, j'en reparlerai, pour faire en sorte, en cas de désastre, de pouvoir récupérer. Et voilà, j'arrive là, justement, la crise. 1. Prévoyez des astreintes. Ça, on ne fait pas dans le jeu vidéo, mais maintenant, il faut. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un problème? Allez, moi, ça m'est arrivé, là. Le 1er janvier, à 2h du matin. Le 1er janvier 2024, à 2h du matin, je suis debout. Parce que Karmazou a un problème. Donc, qui s'en charge, en fait? Alors, ce qui est bien, c'est que les studios, on est tous très engagés dans nos jeux. Hein. On les aime beaucoup, donc en fait, il y a quand même 4 personnes de Pasta Games plus moi qui étaient derrière votre PC, essayer de comprendre ce qui se passait. Mais grosso modo, il faut quand même savoir qui va pouvoir agir. Il faut être notifié par le monitoring, idéalement, donc SMS ou autre outil de ce genre. Idéalement, avec un bon outil qui va pouvoir dire que telle heure à telle heure, c'est telle personne qui va envoyer. Si personne ne répond, à ce moment-là, on valide le truc, à ce moment-là, quelqu'un d'autre s'en occupe. Après, pour vous dire, c'est un jeu vidéo, c'est pas très grave si j'ai 12 heures d'interruption de service. Voilà, faut juste être conscient du truc, prendre une décision en fait. Et surtout, il faut pas non plus tuer ses équipes. Donc, il faut vraiment être un peu apaisé avec ça. Et voilà, donc prévoir, se dire qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Imaginez différents cas, même les cas qui paraissent totalement impossibles, genre, m'est arrivé aussi, autre anecdote, cette année, CTO supprime par erreur les serveurs d'un jeu. Alors, vous dites, comment c'est. Déjà, ça devrait pas être un problème, justement. C'est là où c'est intéressant. Où je reviens, j'ai mis un cockpit d'avion parce que c'est très similaire, en fait, à ça. En fait, vous avez en général, quand les cas de failure que vous allez rencontrer, c'est jamais un problème. C'est jamais ça. C'est une succession, en fait, d'anomalies.
toutes mineures, une après les autres, qui vont conduire à une catastrophe. Je donne un exemple là, c'est tout commence je crois que c'est mars 2023, je dirais, la comptabilité d'entreprise ne paye pas OVH. Parce qu'ils sont lents, enfin bon bref. L'éditeur ne paye pas OVH. Donc OVH dit le serveur va se fermer. Donc le serveur se ferme, mais il est toujours là. Le monitoring, nous, de notre côté, commence à faire des erreurs toutes les 5 minutes. Donc les gens coupent le monitoring. Parce que ils savent très bien qu'il y a un problème. On le connaît et on ne veut pas recevoir des SMS toutes les minutes, tout le temps. Je peux comprendre. Donc ils coupent le monitoring. Le CTO de l'entreprise fait j'arrive pas à régler ça avec le studio, on n'arrive pas à régler ça avec l'éditeur. On va payer nous-mêmes. Je paye moi-même. Le CTO paye lui-même et je ferai une note de frais parce que c'est que 100 € un serveur, on s'en fiche, je ferai une note de frais. Donc il paye lui-même. Le service revient. Tout le monde est content, on est rassuré, ils ont testé avec le jeu. On oublie de remettre en place au monitoring. Première erreur. Donc deuxième erreur, ensuite. La personne, en fait, le CTO, en 2 mois plus tard, c'est toujours pas réglé avec la compta. Il en a marre de faire une note de frais tous les mois de 400 € parce qu'en fait, c'est pas le seul serveur. Donc il se dit, en fait, il y a un des jeux là-dedans, mais il est fermé. J'en ai pas besoin. On va le couper. Donc, il coupe les serveurs du jeu. Mais là, il se trompe. Il coupe les mauvais. Il supprime dans OVH les mauvais serveurs. Ceux du jeu qui sont toujours fonctionnels. Donc, OVH ferme les serveurs. Le monitoring a été désactivé. Personne ne s'en rend compte. Donc, personne n'est notifié. Il y a une durée de 14 jours pour remettre en place le serveur qui a été fermé chez OVH. Personne ne voit le problème. Écoule 20 jours. 20e jour, les joueurs viennent voir en disant « Mais vous avez fermé le jeu, il ne marche plus. Ça fait 20 jours qu'il ne fonctionne plus. » Et personne ne l'a vu. Parce que le jeu est un peu vieux. Donc branle-bas de combat, on se rend compte qu'on ne peut pas rétablir les serveurs. Et donc là, il faut refaire. Et là, justement, c'est impensable en fait. Parce que y a 2 serveurs. Il y a des backups. Les backups sont faits et les backups sont faits sur le 2e serveur. Ça fait sens. On a 2 serveurs, il n'y a aucune chance que les 2 serveurs tombent en même temps, soient détruits en même temps. Donc les backups sont là-bas. Ils ne sont pas sur un système externe. Donc il n'y a plus de backup. Voilà. Vous voyez qu'il y avait tous les systèmes en fait, c'est toute une succession d'erreurs en fait. Parce que pourquoi avoir mis les backups sur les 2 serveurs ? En soi, normalement c'est bon, mais un système externe aurait permis d'éviter ça. Sauf c'est un système externe chez OVH qui aurait été aussi détruit, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Mais si le monitoring n'a pas été désactivé, pourquoi avait été réactivé ? Et à ce moment-là, ça ne serait pas arrivé non plus, etc. Si la personne n'avait pas fait gaffe, s'était pas trompée de serveur, parce que pareil, c'est quand même improbable de se tromper de serveur, mais ça ne serait pas arrivé non plus. Mais voilà, mais ça va arriver, ça va arriver. Et je veux venir sur un point qui est vraiment important là-dedans, c'est 2 points en fait. 1, la communication avec les joueurs. Vous avez le droit de vous planter. On a tous le droit de se planter. Le gars qui a détruit les serveurs, c'est un CTO d'une grosse entreprise avec beaucoup d'expérience. Moi, j'ai déjà détruit une base de données qui n'avait pas de backup par erreur, en faisant une commande de delete. Au moment où je me suis rentré, gros stress. Ça arrive à tout le monde. Vos studios vont faire des erreurs. Essayez d'avoir une communication assez ouverte avec vos joueurs pour faire en sorte que, en fait, vous ayez le droit de faire des erreurs, que vous voyez ça comme quelque chose de, je sais pas normal, mais en fait d'acceptable en fait, et que vos joueurs voient les choses de la même façon. Vous aurez des joueurs qui sont des énormes enfoirés, mais ceux-là vous ne voulez pas les avoir dans votre communauté. Donc ça va un peu avec le community management. Il faut sélectionner les gens qu'on veut avoir chez soi. Il y en a qu'on ne veut pas avoir. Donc, réfléchir à tout ça en fait. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une catastrophe comment je communique avec mes joueurs? Donc je veux dire aussi que mes joueurs m'aiment bien du coup, idéalement. Donc être ouvert avec eux, d'être open, avoir un peu d'humour, je dirais, dans les situations. Ça reste un jeu.
Et en interne, ça passe aussi en interne, donc gérer le stress. Quand vous aurez un incident, quand vous aurez une release importante, les gens seront stressés. C'est inévitable. Mais après, on réagit tous de manière différente au stress. Et si jamais vous vous rendez compte que vous réagissez vous avec de la colère face au stress, essayez de travailler ça, en fait. Vous, que vos développeurs, en fait, votre équipe technique, si jamais vous commencez à les engueuler parce qu'il y a un problème, la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arrêter de vous parler des problèmes. Parce qu'ils ont pas envie d'être engueulés. Ils vont se dire, bon, attendez, on a un souci, on va le gérer nous-mêmes en interne, on va surtout pas en parler au management, parce qu'on sait qu'on va se faire engueuler, ou que les gens vont s'énerver, ou le gars sera sur mon dos tout le temps, ça veut améliorer dessus. Est-ce que c'est corrigé? Est-ce que c'est corrigé? Personne ne veut travailler dans ces conditions. Donc, essayez de mettre en place dans votre entreprise une culture, en fait. Et je reprends à nouveau la comparaison que l'aviation est importante. C'est exactement la même chose. Alors là, c'est important, il y a des vies qui sont en jeu, hein, mais c'est le même principe. C'est-à-dire que l'échec, je reviens là-dessus, ne doit pas être considéré comme quelque chose de critique, en fait, ne doit pas se générer de la colère, en fait. Chacun doit être là pour résoudre le problème, avoir ses tâches, et prendre les choses dans l'ordre. Pas de stress, réagir avec calme. Voilà mon petit tour d'horizon. Je vois que personne ne m'a interrompu. Alors, soit c'est bon signe, soit pas du tout. Vous avez des questions? Et j'arrive. C'est bon. Hop. C'était ici. Merci beaucoup pour ta présentation. Je ne sais pas à quel point tu peux répondre, mais les jeux les plus challengeants que tu as dû faire. Enfin, moi, Karmazu, qui suis profane, on a des devs qui font ça chez nous, donc moi je le fais pas, mais à quel point Karmazu, par exemple, c'est hyper ambitieux en fait en termes de dispositifs online. Et si tu as d'autres exemples, je serais preneur. En fait, différents jeux vont avoir différentes raisons d'être ambitieux, en fait. Je dirais, Karmazu, lui, est ambitieux surtout parce qu'en fait, parce qu'il a un système de matchmaking qui est compliqué. Et là, je reviens sur faites au plus simple. Évitez les règles tordues. Qui vont rajouter des bugs, et en général qui n'en sont pas du coup, parce que plus personne ne comprend le système et toutes les conséquences des règles qui ont été mises. Donc on remonte aux développeurs des problèmes qui en réalité sont tout à fait dans le comportement souhaité par les specs. Mais aussi parce qu'il a un système, en fait, c'est un jeu qui est avec des serveurs de jeu, du peer-to-peer et du SaaS. C'est-à-dire qu'en gros, pour minimiser les coûts, il est capable de gérer, il fait tourner des serveurs de jeu sur des serveurs dédiés. En Asie, vous pouvez installer un serveur partout dans le monde, ils sont détectés automatiquement. Par exemple, si vous avez beaucoup de joueurs asiatiques, hop, je crée un serveur bare metal en Asie, on va les faire tourner. Si jamais il n'y a pas de hosting, pas assez de hosting pour la région, c'est capable de passer sur du SaaS, les fameuses 10 centimes un dixième de centime par minute. Mais l'idée, c'est que si vous êtes en dessous en gros, vous faites le calcul, vous savez un bare metal que vous coûte 100 € par mois. Si vous avez moins de 100 € pour une région de hosting en SaaS, ça vaut le coup de faire du SaaS. Et ensuite, si jamais le SaaS ne fonctionne pas ou qu'on a dépassé le budget sur le SaaS qu'on souhaite élaborer, il passe en peer-to-peer. Donc la tech est assez intéressante. Et en plus, il a tout le Karmapass, il y a pas mal de metagames, donc il a pas mal beaucoup de features. Il n'est pas complexe en soi, mais énormément de petites features qui ont rendu le développement assez long. Sinon, ce qui est compliqué, c'est les jeux de la physique, typiquement, et de la vitesse. Donc typiquement, jeu de course automobile, du petit flat out, tu vois. Ça c'est challengeant. C'est très challengeant. Je te remercie. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui. Bonsoir. Déjà merci pour le talk. Je me posais une question par rapport au serveur dédié versus le cloud. Il me semblait qu'un des avantages du cloud, c'était que donc on profite un peu du fait qu'il y a des machines un peu partout dans le monde, ceux d'Amazon, ceux de Google, et que du coup on peut à tout moment
louer du temps de machine en Asie ou en Europe, etc. Et sur du serveur dédié, du coup, du bare metal, c'est pas le cas. On a un truc qui est unique à un endroit. Tout à fait. Mais par contre, vas-y. Ouais, du coup, voilà, c'est à quel point ça peut coûter plus cher, du coup, d'en avoir 4 ou 5 dans le monde que. Mais en fait, voilà. Alors, je vais te répondre à ta question. Ça dépend quelle est ta configuration minimale, en fait. Parce que, en gros, vous avez l'option, en fait, en cloud, il y a l'option serverless qui existe. Vous pouvez ne pas avoir de serveur. Donc, vous faites tourner directement des petits bouts de code sur le cloud. Voilà. Donc, ça va s'exécuter sur des serveurs un peu partout. C'est très cher. C'est très très cher parce que vous payez la transaction plus la bande passante. Bon, bref, c'est une option, mais il faut savoir ce que vous faites avec, en fait. Même chose. La feature ne suffit pas. C'est ça qui est difficile avec le cloud, c'est que non seulement vous avez une question de développeur, mais aussi une question financière. C'est-à-dire qu'il faut que votre développeur il réfléchisse à « Ok, je vais utiliser telle feature, ou telle autre, mais laquelle fait le plus de sens à la fois en termes de développement, architecture, parce qu'une architecture peut être très jolie d'un point de vue architectural, mais avoir un rapport financier qui n'est pas évident. Et je veux juste finir ce que tu dis, c'est que oui, c'est vrai, mais si tu n'es pas sur du serverless, par exemple, ce que tu peux vouloir ne pas avoir, typiquement c'est une base de données. Je suppose que c'est une base de données, tu ne peux pas être serverless. Ou si tu as besoin d'un serveur de jeu, il ne peut pas être serverless non plus. Donc tu vas avoir des VM. Ok ? Mais tes VM, c'est comme des machines, c'est exactement comme un bare metal, sauf que c'est une VM. D'accord ? Et donc elle a un coût minimum. Et une VM qui coûte 100 €, moins de 100 €, c'est une VM avec des capacités extrêmement limitées. On parle de moins d'un CPU, tu vois. Donc, oui. Non, Ouais. Donc en fait, tu vas pouvoir prendre, en gros, tu vas avoir un choix entre prendre une VM en Europe, une VM en Asie, par exemple une VM aux US, ou prendre un bare metal en Europe, un bare metal aux US, un bare metal en Asie. Ouais. Et en fait, ça serait intéressant de passer sur du cloud uniquement si, par exemple, tu te dis « Ah ouais, mais je veux avoir de l'Asie que pendant, je sais pas, un quart de la journée. » Tu vois, 4 heures, donc j'allume ma VM, je la coupe en fonction du besoin. Tu peux être moins, parce que, en fait, encore une fois, si tu veux une VM qui a à peu près les mêmes performances que ton bare metal à 100 €, tu en auras pour 600-700 €. Tu vois. Du coup, tu peux avoir 7 bare metal pour le même prix. Donc, il faut, voilà, c'est un équilibre, il faut calculer en fait. Est-ce que j'aurais besoin de garder mon serveur en permanence ? Est-ce que je pourrais l'allumer et l'éteindre en fonction des besoins ? Typiquement, sur Karmazoo, on ne fait pas tourner les serveurs de jeu sur du cloud, mais ça pourrait faire sens en fait. Parce que le bare metal Asie, il est typiquement ouvert en 24/24, mais en vrai, il n'est pas utilisé tout le temps. Donc, il faudrait qu'on fasse le vrai calcul en fonction de... Bah là, il faudrait qu'on le refasse maintenant que le jeu est sorti. Savoir, ok, quelle est la capacité réelle en termes de puissance qu'on a besoin sur l'Asie au pic, pendant combien de temps par jour. Et à partir de là, tu peux décider quelle VM tu as besoin pour remplir ce besoin pendant ces heures-là. Et donc, est-ce que le bare metal est toujours aussi intéressant financièrement ou pas ? Mais par contre, tu as besoin de coller en plus pour orchestrer tout ça. Hein. Donc, c'est aussi du temps de développement, donc des coûts, et des risques de bugs. Donc, voilà, il y a tout un calcul. Je ne sais pas si ça répond à tes questions. Non, c'est carrément. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions ou est-ce que... Ouais. Très bien. Bonjour et merci. Est-ce que vous avez fait beaucoup de jeux en full déterministe et est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de désynchro, de bugs de désynchro voilà. C'est pour toi, ça. Ouais. Je crois que je suis seul à faire un jeu de full déterministe. Il y a aussi... Exact. Oui, donc on a travaillé sur au final trois jeux différents en full déterministe. Et le gros défaut du full déterministe, c'est que du coup, vous ne pouvez pas vous appuyer sur les moteurs de jeu et en particulier les moteurs physiques des engines que vous avez. Le moteur de Unity, le moteur d'Unreal ne sont pas déterministes. Donc il faut que vous codiez votre propre logique complètement et en fait que vous voyez votre jeu comme un jeu tour par tour, même si peut-être que la durée de vos tours c'est 100 millisecondes. Ouais.
Ouais. Par contre, il y a des moteurs physiques déterministes, mais je crois que c'est pas tout à fait ce que tu voulais dire. C'est pas ma question. Voilà, exactement. Ma question, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de désynchro? Comment ça s'est passé pour la formation des développeurs qui bossaient dessus? Et Voilà. justement, là, je peux te... Ah, d'accord. Le gros intérêt d'avoir un moteur de jeu déterministe à ce niveau-là, c'est que comme vous avez travaillé avec un transaction log, vous avez la liste détaillée de tout ce qui va se passer. Donc quand vous avez une désynchro, vous allez pouvoir faire rejouer la désynchro sur les deux instances en même temps pour voir quel est le bug dans votre jeu qui les a causés. Il y en a. Quand vous codez votre propre moteur, vous allez en avoir, mais elles vont être suffisamment évidentes si votre système a des moyens de valider son état, donc par exemple avec un checksum de l'état qui va vérifier régulièrement pour vérifier que toutes les instances sont les mêmes. Et quand vous avez une désynchro, votre système pendant le développement va automatiquement dire j'ai une désynchro, j'arrête le truc, je sauvegarde les transaction log et potentiellement je les upload dans un ticket de bug. Par contre, ouais, on a eu pas mal de problèmes, je te confirme, mais juste pour le niveau plutôt organisationnel. Par contre, et c'est pour ça que moi personnellement je le recommande, là je vais bosser sur un projet de ce type-là, en fait, simplement. Et moi, ma recommandation, c'est justement d'intervenir au niveau moteur, faire du code générique, en fait. Il faut mettre en place des guidelines. C'est-à-dire que l'équipe, elle peut pas, déjà, tester. Voilà, de base, tester souvent, que chaque gameplay développeur en fait teste. Il ne faut pas que les développeurs ils pensent que c'est pas leur problème en fait. Et la deuxième, mettre en place en fait des guidelines de code et un moteur qui les oblige en fait à avoir de la rigidité en fait dans la manière dont ils interagissent avec le monde. Typiquement, le monde est synchronisé, il faut que toute modification du monde passe par le système de réplication. Et quand vous avez ça permet d'enlever beaucoup de bugs déjà. Je sais pas si c'est plus... Oui, déjà, c'est plus clair. Je me posais aussi la question, c'est est-ce qu'avec les mêmes logs, sur des machines différentes, on ne pouvait pas aussi avoir des résultats différents? Et justement, est-ce que ça n'était pas déjà arrivé? Est-ce que c'était pas difficile de s'en rendre compte? Normalement, non, mais... C'est arrivé avec des calculs sur des nombres flottants, okay. D'avoir des calculs différents, justement, en fonction de la machine. Et pour éviter ça, la technique qui a été faite a été de passer avec des calculs uniquement à partir d'entiers, ce qui donne une précision largement suffisante pour la grande majorité des jeux, on ne va pas se mentir. Donc, pas trop un problème. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une autre question? Moi j'en ai une, c'est est-ce que dans la salle, tout le monde vient de décider de faire que des jeux premium avec complètement offline? Voilà, non, c'était... Pourtant, merci beaucoup. Vous êtes sûr par l'anglais? Bon, on va pouvoir... Eh oui, voilà, est-ce que c'est votre dernier mot? Sinon, quelqu'un va pouvoir libérer tout le monde et vous permettre donc de prendre le bar d'assaut. Ou pas, et de rester très sage sur le sujet. Moi, je pense que c'était hyper important de faire justement cet état des lieux et de partager toutes ces bonnes pratiques. Donc, merci infiniment. Je dis à tous les deux parce que je sais que tout est fait à quatre mains et généralement pensé en équipe au sein de la boîte. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux. On se retrouvera donc à partir de maintenant, donc, comme tous les ans, donc le mois prochain pour le prochain Afterwork. On communiquera la date très prochainement.